Contribution à l'étude de la préhistoire et de l'histoire sociale de l'Afrique des Grands Lacs et de l'Est. Cela est l'intitulé de l'ouvrage que le professeur à la retraite Paul Nkunzimana a présenté lors d'une conférence publique tenue à cet égard dans le grand amphithéâtre de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation ce 29 novembre 2018. Cet ancien doyen de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'Université du Burundi précise que cet ouvrage sera d'une grande importance à toute personne qui voudra bien acquérir des connaissances approfondies sur l'histoire et la préhistoire qui ont caractérisé la région d'Afrique des Grands Lacs et de l'Est. Il a profité de l'occasion pour tracer les grandes lignes de son ouvrage en peu de mots. Il montre, avec la méthode du matérialisme dialectique, comment en fait, l'homme est apparu sur la planète, puisque en fait, toutes les recherches archéologiques, disons, convergent sur les faits suivants. D'abord, c'est que l'homme a commencé à marcher debout en Afrique, il y a 4 millions d'années. 4 millions d'années. Et que l'homme en Afrique a inventé le feu il y a 1 million d'années. Découverte qui n'a été faite en Europe et en Asie orientale qu'il y a 500 000 ans. Donc, en Afrique, il y a 1 million d'années. En Europe et en Asie orientale, il y a 500 000 ans. Donc, il y a 500 000 ans d'écart entre les deux découvertes. Entre, disons, la découverte du même objet qui joue un rôle fondamental dans les conditions d'existence de l'homme. Je dois indiquer aussi que pendant la période du Paléolithique supérieur, entre 15 000 ans et 2 000 ans avant notre ère, c'est l'époque où l'homme, disons, a procédé à la domestication animale et végétale. Alors, mon livre montre comment, dans cette période, en fait, il y avait une propriété commune, propriété collective des moyens de production. La terre, le bétail, en fait, faisait partie, disons, c'était la propriété commune à l'ensemble de la société. Donc, ça veut dire que toute la production sociale était destinée à la satisfaction des besoins des hommes. Donc, c'est-à-dire qu'on est en présence d'une société égalitaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de riches, il n'y avait pas de pauvres, toute la production sociale était répartie entre toute la population pour la satisfaction de leurs besoins. Bon, donc c'est ce que j'ai caractérisé de mode de production du communisme primitif. Mais évidemment, avec le développement des forces productives, liées en fait au développement des techniques de production, liées également à l'accroissement démographique. Donc il y a eu production d'un surplus social. Le surplus social, c'est-à-dire ce qui s'inscrit au-delà de ce qui est nécessaire pour la survie des hommes, c'est-à-dire le surplus social. Donc à partir de ce moment-là, il s'est produit la scission de la société en classes. C'est-à-dire qu'il s'est agi du premier choc historique qui a consacré l'éclosion des sociétés. C'est-à-dire qu'il y a eu une société dominante, c'est-à-dire qu'il y a eu une classe dominante qui a contrôlé les moyens de production et, d'autre part maintenant, la classe des producteurs. Bon, évidemment là-dessus, ce que je montre dans mon livre, c'est qu'il y a eu toute une série de tentatives, notamment par rapport à la région des Grands Lacs, notamment au Burundi, au Rwanda, une tentative qui a été faite, disons, de diviser les populations en ethnies. Bon, d'abord, ils ont essayé de diviser la société en castes professionnelles. Bon, pour dire qu'il y avait une caste d'agriculteurs, une caste d'éleveurs. Mais évidemment, les faits historiques montrent tout le contraire. C'est que, en fait, l'éleveur était en même temps agriculteur. Parce que, en fait, cette théorisation se méprend sur la rationalité économique du producteur. Parce que de toute manière, l'éleveur ne va pas abattre son bétail pour s'approvisionner en haricots, en manioc, tout ce qu'on veut. Et d'autre part, maintenant, il y a à intégrer le rôle qui est joué par le fumier animal. Bon, donc, il n'y a pas eu de spécialisation professionnelle en termes de Hutu et de Tutsi.
Bon, ethnie encore moins, puisque bon, ces populations parlent la même langue, parce que l'ethnie sont définies par une certaine différenciation au plan linguistique, au plan culturel. L'ethnie, c'est la culture. Donc au Burundi, on a la même culture, la même langue, etc., au Rwanda. Et maintenant, comme ça n'a pas marché, évidemment, les chercheurs, entre guillemets, se sont rabattus sur la théorie disons, de la race comme telle. Parce que se sont adonnés, disons, à la collecte des données anthropomorphiques. Bon, disons, pour dire, bon voilà, par exemple, ils ont mesuré la taille, la grosseur du mollet, la largeur des narines. Ils sont allés jusqu'à, soi-disant, étudier le rythme respiratoire, les groupes sanguins, etc. L'indice cormique, c'est-à-dire le rapport position debout, position assise, position accroupie, etc., etc. Des choses qui relèvent, en fait, du domaine de la zoologie que des sciences humaines. Donc, c'est que ces chercheurs, entre guillemets, n'ont jamais considéré ces populations comme des hommes, mais c'était des animaux. Mais, en fait, cette méthode de Jean Hyerno, en fait, bon, se trouve il y a des obstacles, parce qu'une fois qu'il a récolté toutes ces données, il s'est mis, en fait, par la suite, à demander aux gens à quel groupe ils appartenaient, de la taille, la largeur des narines, grosseur du mollet, l'indice cormique, la dynamométrie de la main gauche. Donc ceci ne l'a pas permis de définir qui est Hutu, qui est Tutsi. Bon, voilà. Donc, évidemment, la question qui se pose à partir de ce moment-là, c'est que bon, la méthode du marxisme, en fait, indique qu'il ne s'agit pas de considérer les individus à partir de ces mensurations. C'est-à-dire qu'on mesure l'individu à partir de ce qu'il a. Combien de hectares de terrain, combien de têtes de vaches, combien de milliards en compte dans la banque. C'est ça qui définit les individus. Des groupes d'individus. C'est ça. Bon, donc, j'ai cheminé avec tout ce qui s'est produit avec la colonisation, le partage, en fait, le partage de Berlin, en réalité, il s'agissait d'officialiser un fait qui était déjà là, parce que les Allemands étaient déjà là au Tanganyika. En fait, ils ont fait par la suite des incursions au Rwanda et au Burundi, pendant que les Anglais, les Britanniques étaient déjà en Ouganda et au Kenya. Évidemment, au sortir de la première guerre impérialiste, 14-18, donc là, il y a eu un nouveau repartage, c'est que la Belgique a hérité du Burundi et du Rwanda, et a hérité en même temps de la Belgique, qui avait été propriété privée du roi des Belges depuis les années 1880 jusqu'en 1908. C'est la propriété du roi Léopold II, qui a cédé donc son pays à la Belgique. Évidemment, au sortir de la première guerre impérialiste, la Belgique a continué à administrer ce territoire. Bon, je continue jusqu'à la première guerre mondiale, à la seconde guerre impérialiste de 1939-45, au sortir de laquelle, le repartage de 1919, à partir du traité de Versailles, a été reconduit. Et cette fois-ci, avec la création de toute une série d'institutions, notamment la Banque mondiale, le FMI, à savoir les institutions de Bretton Woods, et aussi, il y a eu toute une série d'autres institutions, notamment le GATT, qui est l'ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce aujourd'hui. Donc, ce sont en fait, en réalité, malgré les indépendances formelles des années 60, ce sont ces pays qui, en réalité, gouvernent, ce sont ces institutions qui, en réalité, gouvernent nos pays. Avec l'Union européenne, qui a commencé avec le fameux traité, l'accord acier des années 50, la Commission européenne, qui a conduit à la création de l'Union européenne en partant du traité de Maastricht. Aujourd'hui, ce sont en réalité ces pays, ces institutions qui disloquent nos pays, à travers les privatisations, à travers le désengagement de l'État des secteurs publics.
etc., etc., à travers le remboursement de la dette externe. Une dette externe qui, en fait, qui n'a pas été contractée par les populations, mais ce sont les populations qui paient ces dettes externes. Et ces privatisations continuent jusqu'à aujourd'hui. Ces pillages continuent. J'indiquais tout à l'heure que lorsqu'on considère notamment un pays comme la RDC, c'est terrible. Vous avez des chiffres vraiment qui donnent du vertige. Quand on pense que la RDC renferme, en ce qui concerne les réserves connues, 20 milliards de tonnes de manganèse, plus de 750 millions de tonnes de cuivre, des diamants de toutes sortes, du coltan, etc., etc., avec 85 multinationales dans le secteur minier, avec plus de 80 groupes armés. Donc là, on comprend que, en fait, nos pays ne pourront jamais connaître la paix si nos richesses sont toujours contrôlées par les multinationales. Ça veut dire que nous n'aurons jamais la paix si nous n'avons pas la souveraineté sur nos richesses. Donc, pour conclure mon livre, j'indique ici déjà des nécessités qui se sont fait sentir déjà dans les années 1848, qui est l'époque du manifeste du Parti communiste, où Marx et Engels, recommandaient, la construction des organisations ouvrières, notamment des syndicats ouvriers, des syndicats des travailleurs, et aussi des partis ouvriers. Donc, ce sont ces organisations qui pourront, en fait, au plan immédiat, tout comme au plan historique, aider à l'émancipation de nos pays.